Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et le mercredi, c'est le jour des négociations à Istanbul. Pour la 3e fois en moins de 3 mois, l'Ukraine et la Russie sont conviés en Turquie pour tenter de trouver un chemin vers la paix. Un chemin qui pourrait finir une nouvelle fois en impasse. Après les Gilets jaunes, Emmanuel Macron va-t-il devoir faire face à un nouveau mouvement populaire d'ampleur? Un appel à la mobilisation générale à la rentrée de septembre pour en effet remettre le feu aux poudres. Et puis François Bayrou déclenche aussi l'exaspération en voulant désormais réduire l'accès à l'assurance chômage. La guerre en Ukraine s'enferme-t-elle dans une impasse diplomatique? C'est l'hypothèse qui s'impose de plus en plus dans les esprits au fil des blocages sur les négociations de paix. La 3e discussion de ce mercredi soir ne fera sans doute pas exception. Le point tout de suite. Une discussion très compliquée. Voilà l'euphémisme utilisé par le Kremlin pour évoquer le 3e tour de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul en Turquie ce mercredi. En effet, l'état d'esprit des différentes parties n'a pas évolué depuis le rendez-vous manqué par Kiev en juin dernier. Dès le début de cette semaine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, expliquait qu'il ne fallait pas attendre de progrès miraculeux. Et pour cause. D'abord, tout porte à croire que chaque session de discussion commence mal. D'une part, l'Ukraine réclame un cessez-le-feu préalable à toute négociation de sortie de guerre. Une demande que Moscou perçoit comme un répit pour les soldats de Kiev et l'acheminement d'armes et de munitions en renfort. Il faut dire que les violations des accords de Minsk, mis en parallèle des confessions d'Angela Merkel expliquant qu'il ne s'agissait que de gagner du temps pour constituer une armée ukrainienne, ont considérablement entaché la confiance russe. À l'image de la pratique constante du double standard en matière de droit international, la trahison des accords laisse craindre à Moscou que l'Occident n'honorera pas davantage ses futurs engagements. Un vrai problème pour négocier la paix. Autre problème de taille, le refus de voir la réalité du terrain. En effet, les soldats russes ne cessent d'avancer sur le théâtre de guerre, repoussant toujours plus les soldats ukrainiens en sous-effectifs et sous-équipés. Un état des lieux qui ne se conjugue pas avec les objectifs de Volodymyr Zelensky de réclamer le retrait des troupes de Moscou des oblasts de l'Est ukrainien et de la Crimée. Pour le Kremlin, la question de ces territoires n'est plus véritablement un sujet, car si l'Occident refuse de les reconnaître, les populations ont été conviées à s'exprimer dans les urnes sur ce rattachement ou cette annexion. Par ailleurs, point non négligeable, ces territoires sont presque intégralement conquis militairement par la Russie. Difficile d'imaginer un retour en arrière en l'état. À plus forte raison que les médias du système font souvent fi du fait que des soldats russes sont aussi tombés dans ce conflit et que la population n'envisagerait pas qu'ils soient morts pour rien. Mais l'Occident et Kiev considèrent que la conservation des prises de Moscou sont des demandes maximalistes. Des négociations qui frôleront donc largement le point de non-retour aux plus grandes dames de Donald Trump. Le président américain, en plus d'avoir promis de régler le conflit, aimerait en effet se dégager de cette défaite atlantiste avant qu'elle ne lui soit attribuée. Il a déjà réussi à réduire les coûts en faisant payer une partie des armes à l'Union européenne va-t-en-guerre. C'est d'ailleurs cette Europe qui fait obstacle à la paix depuis 2022. Depuis Boris Johnson jusqu'à Emmanuel Macron et ses acolytes Starmer et Merz, Zelensky a toujours été persuadé de poursuivre cette guerre qui tue en masse les hommes ukrainiens. Car la mort qui attend les soldats de Kiev est aussi l'assurance-vie du pouvoir de Zelensky, dont le mandat est échu depuis mai 2024. De quoi saisir que les principaux interlocuteurs présents à Istanbul n'auront pas vraiment décidé de faire la paix. Le 10 septembre marquera-t-il le point de départ d'une nouvelle gronde populaire en France? La date est en tout cas cochée par beaucoup pour s'opposer au gouvernement Bayrou s'il n'est pas tombé d'ici là. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Bloquer le pays contre François Bayrou, c'est ce que suggère un collectif citoyen baptisé Mobilisation 10 septembre depuis le 19 juillet. Un site internet qui a été créé et appelle à bloquer la France à partir du 10 septembre donc, pour protester contre le plan budgétaire du gouvernement de François Bayrou. Ce collectif, composé d'une vingtaine de personnes se disant apolitiques, infirmiers, enseignants, chômeurs, mères de famille, dénonce une politique d'austérité jugée injuste. Parmi les mesures contestées, la suppression des 2 jours fériés, lundi de Pâques et 8 mai, des coupes dans la santé, le gel des retraites et la suppression de postes dans la fonction publique. Le mot d'ordre est « Sans nous, ils ne sont rien » et le collectif prône un arrêt total et illimité du pays par des actions de boycott, désobéissance civile et de solidarité. Le vocabulaire et les images rappellent le mouvement des Gilets jaunes, mais pourraient aussi être une initiative émanant de groupuscules de gauche
a considéré la revendication de gratuité des transports et des produits de première nécessité ou encore les références aux services publics. Le reste des éléments de communication relèvent d'un populisme plus transpartisan avec des critiques contre les parlementaires qui peuvent séduire à droite comme à gauche. Une affiche proposée en ligne dénonce ainsi les députés. Citation : « Ils prennent 45 jours de vacances payées et à la rentrée, ils voteront la suppression de 2 de vos jours fériés. » Sur les réseaux sociaux, l'appel progresse, relayé par des figures des Gilets jaunes comme le militant de gauche Jérôme Rodriguez, mais aussi par des comptes plus ancrés à droite comme Au Bon Tweet français. Des médias ont déjà essayé de faire parler le collectif en tapant à côté, à l'image du Parisien et de l'Humanité qui ont été confondus et exposés sur les réseaux sociaux pour avoir fait mine d'interroger des membres du collectif alors qu'ils n'ont communiqué qu'avec des personnes qui relayaient l'appel à la mobilisation, comme a pu le montrer le compte sur X Tribune Populaire. Côté politique, le député RN Mathias Renaud a évoqué cette mobilisation sans s'en revendiquer, tout comme le député de gauche François Ruffin qui appelle à une censure populaire dans la rue. Le collectif insiste, lui, sur son indépendance, refusant toute affiliation partisane et s'inspire de la colère des Gilets jaunes de 2018. Sa stratégie repose sur 3 axes : boycotter les grandes surfaces, dont Carrefour, Auchan ou encore Amazon, retirer l'argent des grandes banques et cesser de consommer des services comme Uber ou Deliveroo. En dépassant la seule critique de l'État, le collectif prend une autre direction que celle qu'avaient pris les Gilets jaunes, qui s'en étaient tenus à une colère fiscale à leur commencement. Le collectif appelle aussi à ralentir la production, prendre des congés ou suspendre symboliquement le paiement des impôts et des tickets de transport. Le site mobilisation10septembre.blog et des groupes Telegram par ville ont vu le jour. Plusieurs mobilisations ont déjà été cartographiées. Si le mouvement revendique un ras-le-bol général, son discours, axé sur la défense des travailleurs et des services publics, résonne particulièrement à gauche, bien que des relais à droite amplifient sa visibilité. Les syndicats, qui avaient mal perçu l'émergence des Gilets jaunes, restent prudents face à ce mouvement, soulignant, jaloux de leurs privilèges, que le droit de grève nécessite un cadre syndical pour être effectif. À ce stade, l'ampleur de la mobilisation reste incertaine, mais les références aux Gilets jaunes et la convergence des mécontentements, et pas encore des luttes, pourraient déboucher sur une rentrée politique tendue. Durcir les conditions d'accès pour faire baisser les chiffres du chômage. La manœuvre est éculée en Macronie. Elle pourrait bien s'intensifier encore avec François Bayrou. Avide d'économie aux frais des Français, le Palois commence à se mettre à dos les partenaires sociaux. Le point de Renaud de Bourleuf. François Bayrou ne chôme pas et multiplie les provocations à l'égard des Français. Lors de sa dernière conférence de presse, le Premier ministre a mis sur la table une réforme de l'assurance chômage, la 3e depuis le début de la présidence Macron. Dans les prochains jours, je vais proposer 2 négociations, s'ils l'acceptent, aux partenaires sociaux. Un nouveau chantier sur l'assurance chômage, dont beaucoup d'analyses indiquent qu'elle porte une responsabilité dans son organisation actuelle sur l'absence de reprise d'emploi, et aussi un chantier sur le droit du travail pour améliorer les conditions de travail pour tous. Le ministre chargé du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan, s'est emparé du dossier. La première composante, c'est la rouverture de la négociation sur les paramètres de l'assurance chômage pour les mettre à jour dans le courant de l'année prochaine. Le ministre a organisé lundi une réunion avec les partenaires sociaux, un dialogue qui commence mal. La CGT, la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, dite CFE-CGC, ont refusé de participer. Le secrétaire confédéral de la CFE-CGC a qualifié les annonces de François Bayrou de foutaise. La réunion a eu lieu avec la CFTC et la CFDT. La couleur a été annoncée sur les 2 axes de la réforme, un allongement du temps nécessaire de l'affiliation et une réduction de la durée d'indemnisation. Selon la loi, un salarié doit avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois pour prétendre à son indemnité chômage. Le gouvernement Bayrou veut passer de 6 à 8 mois le temps nécessaire de l'affiliation, soit le double du temps requis à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Quant à la durée d'indemnisation, elle serait réduite, passant de 18 à 15 mois. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a fustigé un carnage total. C'est clairement une réforme qui va poser un quantum d'euros d'économie qui n'a jamais été fait sur l'assurance chômage. Avec toujours cette vision que les chômeurs sont des privilégiés. Le gouvernement envisage aussi de revenir sur les ruptures conventionnelles. Cette rupture à l'amiable d'un CDI instauré en 2008 donne accès à l'indemnité chômage. Astrid Panosyan considère qu'il y aurait trop d'abus et demande aux partenaires sociaux de réfléchir concernant les conditions d'indemnisation.
Pour trouver des économies, François Bayrou fragilise donc à la fois les travailleurs et les sans-emploi. Mais la méthode est justifiée par Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Nous devons tous contribuer à l'effort budgétaire. Nous devons faire des efforts pour notre budget en France pour le laisser perdurer. Nous devons faire des efforts choisis. Tous faire des efforts, un propos qui a de quoi surprendre, alors que François Bayrou fait l'impasse sur les nombreux gaspillages tels que l'AME ou les millefeuilles administratifs délirants de l'État français. Mais avec cette réforme, il espère se satisfaire d'une réussite. Il n'y a pas besoin de passer par le Parlement. Les lettres de cadrage doivent être envoyées aux partenaires sociaux et en cas d'échec des discussions lors de la date butoir du 15 novembre, le gouvernement peut réformer par décret. Sans passage à l'Assemblée nationale, François Bayrou a toutes les chances de voir son plan réussir s'il est toujours à Matignon d'ici là. Et nous restons en compagnie de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. La phrase émane du ministre de l'Intérieur issu des rangs de Feu la droite, Bruno Retailleau. Dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles, le premier flic de France tente de marquer sa distance avec le mouvement présidentiel, qui l'accompagne pourtant depuis son arrivée dans l'exécutif. Et si la Macronie ne survit pas au président En Marche, reste à savoir si ceux qui en ont croqué seront punis. Toujours est-il que les collègues du Vendéen n'ont pas forcément goûté la sortie, malgré la tentative d'éteindre l'incendie du porte-parole du gouvernement Sophie Primas, qui expliquait que Bruno Retailleau était libre de s'exprimer, tout en restant au sein du gouvernement. Espérons que la prochaine fois qu'il fera parler de lui, ce sera avec une réussite de son ministère face à l'insécurité ou face aux humiliations successives de l'Algérie. À ce propos, Alger continue de nous renvoyer par avion ses citoyens expulsés. Selon une information du Figaro, 4 clandestins algériens ont été refusés par Alger au cours du dernier mois. Le motif ? L'absence de laissez-passer consulaire. Pourtant, 2 d'entre eux disposaient bien d'un passeport algérien en cours de validité. Dans ce cas, selon le droit international, le laissez-passer consulaire n'est plus nécessaire pour le retour du clandestin dans son pays. Les 2 individus en question, l'un connu pour radicalisation islamiste, l'autre connu au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, nous ont été renvoyés par avion et de nouveau placés en centre de rétention administrative. Peut-être que la riposte graduée chère à Bruno Retailleau pourrait enfin voir le jour après de longues tergiversations. Lundi, le ministre de l'Intérieur a mis fin aux privilèges diplomatiques de 80 hauts dignitaires algériens, des personnalités politiques, des hommes d'affaires et des militaires. Concrètement, ils perdent leur facilité de déplacement et sont alignés sur le droit commun de l'immigration. Reste à savoir si d'autres échelons seront franchis, la fin de l'aide au développement ou la révision des accords de 68. La pétition contre la loi du plomb sonde la démocratie. Avec désormais plus d'1 800 000 signatures contre la loi réautorisant un pesticide interdit en France, la pétition lancée par Éléonore Patry, une jeune Française de 23 ans, sur le site de l'Assemblée nationale, devrait rester lettre morte. D'abord parce que les parlementaires eux-mêmes sont mal à l'aise, c'est en effet un contre-pied à un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, difficile donc d'accompagner l'élan populaire sans se dédire. Et si Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, estimait que la pétition était un signe de bonne santé de la démocratie, l'absence de réaction de l'exécutif devrait, quant à elle, être un nouveau signe du déni démocratique de la Macronie. À tous les râteliers, à 9 mois des municipales de 2026, les Républicains envisagent de soutenir Robert Ménard, maire sans étiquette de Béziers, élu en 2014 avec le soutien du RN. Cette option est sérieusement considérée pour, officiellement, contrer la gauche mélenchonisée et maintenir un cordon sanitaire contre la France insoumise, priorité fixée par Bruno Retailleau. Une justification étonnante puisque la France insoumise ne menace pas vraiment la municipalité. Changeant en matière de parti, le fondateur de Reporters sans frontières l'est aussi concernant ses mandats. Moi, je suis maire depuis 8 ans. Je vous garantis que je serai pas candidat à ma réélection. 2 fois, ça suffit. Donc c'est votre dernier mandat, là? Mais bien sûr. Invité surprise des universités d'été de LR en septembre, Robert Ménard pourrait donc vivre une nouvelle idylle. Reste à savoir combien de temps cela durera. Thierry Burgard, le chef d'état-major de l'armée française, n'aura pas tiré sa révérence sans beauté. Le général cède sa place au général d'armée Fabien Mandon, actuel chef d'état-major particulier du président et premier officier de l'armée de l'air à accéder à ce poste depuis 1998. Un changement à la tête de la Grande Muette quelques jours après que Thierry Burgard a déclaré en conférence de presse que la Russie avait désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Des propos contredits par les spécialistes, le Kremlin n'ayant jamais tenu de tels propos. Pourtant, selon le ministre Sébastien Lecornu, le commandant de Burgard s'est distingué par une vision stratégique lucide des menaces et par une volonté constante d'adapter nos armées. Aucun remords donc au sommet de l'État après la fake news du futur ancien chef d'état-major qui a pourtant fait grincer des dents chez les gradés. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale.
Tokyo et Washington tombent d'accord sur les droits de douane. Les États-Unis et le Japon ont signé un accord commercial mardi, instaurant des droits de douane de 15% sur les importations japonaises, contre 25% initialement prévus. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a confirmé cet accord, soulignant une réduction notable des surtaxes sur l'automobile, un secteur clé représentant 30% des exportations nippones vers les États-Unis. Le Japon investira également 550 milliards de dollars dans l'économie américaine, selon Donald Trump, qui promet la création de nombreux emplois. Cet accord salué par la bourse de Tokyo intervient après des négociations tendues et alors qu'Ishiba, affaibli par une défaite électorale, envisagerait de démissionner. Les surtaxes sur l'acier et l'aluminium restent inchangées à 50%. Une opposition énergique à Pedro Sánchez. Mardi, le Premier ministre espagnol a vu son décret-loi sur la politique énergétique rejeté au Parlement. Le texte visait à prévenir de nouvelles coupures, comme la panne géante du 28 avril. Ce jour-là, 15 gigawatts d'électricité avaient soudainement disparu pendant 5 secondes, provoquant une panne d'électricité géante couvrant la quasi-totalité du territoire espagnol. Pendant une demi-journée, les Espagnols avaient dû arrêter leur travail, ne pouvaient plus retirer de liquide ou effectuer de paiements par carte bancaire, et les patients des hôpitaux se retrouvaient en danger. Le décret-loi présenté mardi par le gouvernement prévoyait des mesures techniques, notamment l'accélération de l'installation de projets éoliens et photovoltaïques. Or, depuis cette date, l'opposition a plusieurs fois critiqué le modèle espagnol reposant sur un mix énergétique, 20% de nucléaire et 52% d'énergie dite renouvelable, dont la moitié vient de l'éolien. Les études sont de plus en plus nombreuses pour établir un risque sur la sûreté du réseau électrique dû à un tel mélange de nucléaire et d'énergie intermittente. Zelensky met un coup d'arrêt à la lutte contre la corruption. Pour Marta Kos, commissaire chargé de l'élargissement de l'UE, c'est un sérieux recul. En effet, le dirigeant ukrainien a promulgué mardi une loi supprimant l'indépendance des agences anticorruption NABU et SAP, votée à une large majorité par le Parlement, 263 voix pour, 13 contre. Le NABU est une instance d'enquête et le SAP le parquet spécialisé dans ces affaires. La loi place ces agences sous l'autorité du procureur général, lui-même subordonné au président, ce qui, selon les critiques, compromet leur impartialité. Bruxelles voit en l'opération un frein à la lutte contre la corruption, une condition pourtant importante pour l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a expliqué que cette opération visait uniquement à se défaire des influences russes, faisant référence à l'arrestation d'un responsable du NABU accusé d'espionnage. Des centaines de manifestants se sont réunis à Kiev et des ONG, dont Transparency International, dénoncent une pression systématique sur les organisations anticorruption. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez une rediffusion de passé-présent avec le général Bruno Darry sur la bataille de Colvézi en 1978. Demain, dès 7h, retrouvez un nouveau Zoom avec l'écrivain Isabelle Lesmarie sur son ouvrage « Le français d'aujourd'hui, décadence d'une langue ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.